Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, je tiens à remercier le laboratoire Sun Pharma de m'avoir donné cette occasion pour parler d'un sujet d'actualité, qui est le stress oxydatif. Et à travers cette présentation, nous allons voir quel est le lien entre le stress oxydatif, le diabète de type 2 et le système immunitaire. Donc, je vais commencer tout d'abord par un brainstorming. Est-ce que vous avez une idée sur la définition de stress oxydatif? J'aimerais bien que ça soit interactif. Est-ce que vous avez déjà entendu du stress oxydatif? Oui, oui. Oui, c'est l'excès des radicaux libres. Effectivement, c'est un excès de radicaux libres. Et cet excès de radicaux libres, il va induire quoi? Oui, un stress, bien évidemment, oui. Un vieillissement précoce, effectivement, un vieillissement précoce. Pardon? Une acidose? Oui, plus ou moins. Oui. Pardon? Pardon? L'insomnie? L'insomnie, oui, oui. Oui. Et donc, pour l'inflammation, une situation d'inflammation, on a un état d'inflammation en bas grade. Et donc, effectivement, ce stress oxydatif, en fait, c'est une forme d'agression cellulaire. Et cette agression cellulaire, comme a dit votre collègue, elle est en rapport avec un excès de radicaux libres. Et normalement, les radicaux libres, ils sont neutralisés par quoi? Les antioxydants, effectivement, des antioxydants. Et donc, c'est une forme d'agression cellulaire. Et cette agression cellulaire, elle attaque les différents constituants de l'organisme, que ce soit les lipides, les glucides, les protéines, et même également l'ADN. L'ADN cellulaire, et on va voir que ce stress oxydatif, il est impliqué même dans les pathologies néoplasiques. D'accord? Donc, c'est clair pour la définition du stress oxydatif. Donc, pour simplifier, ce stress oxydatif, il résulte d'un dérèglement de la balance entre les oxydants, qui sont les radicaux libres, et les antioxydants, à savoir la vitamine E, la vitamine C, et les autres vitamines qui sont présentes dans notre alimentation. Et donc, si on a un excès des radicaux libres, on aura des effets délétères sur la cellule, avec des altérations lipidiques, des altérations protidiques, des altérations au niveau de l'ADN. Et donc, on aura des destructions cellulaires, avec une altération de fonctionnement et bien sûr un vieillissement précoce des cellules. Et donc, ce stress oxydatif, l'accumulation des radicaux libres, donc on aura une formation de métabolites. Et ces métabolites, ils ont des effets délétères, que ce soit des effets cétotoxiques, des effets mutagènes, puisque ça altère même l'ADN, et des effets cytotoxiques, cancérigènes, athérogènes. Et on va voir que ce stress oxydatif, il est impliqué même dans les maladies cardiovasculaires. Et sans oublier, bien sûr, le déclenchement de processus d'auto-immunité. Et actuellement, c'est prouvé, il y a un lien entre le stress oxydatif et les maladies auto-immunes. Également, on a un dérèglement dans toutes les fonctions biologiques qui sont redox-dépendantes et qui nécessitent des faibles besoins de radicaux libres pour un bon fonctionnement. Donc, je vais vous poser la question suivante. Y a-t-il un lien entre le stress oxydatif, d'après cette définition, et le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires?
Oui. Normalement, dans le diabète de type 2, quel est le mécanisme physiopathologique pour avoir un diabète de type 2? On a une insulinorésistance. Et quels sont les différents sites d'action de l'insuline? Oui, en fait, c'est les cellules bêta-pancréatiques qui sécrètent l'insuline. Mais l'insuline, elle exerce son action au niveau de quel site? Les organes cibles de l'action de l'insuline. Le foie, oui, le foie, le muscle et le tissu adipeux. Et donc, si on a une insulinorésistance, on aura une résistance à l'action de l'insuline au niveau des 3 organes cibles. Et donc, effectivement, il y a un lien démontré entre le stress oxydatif et le diabète de type 2 et même les maladies cardiovasculaires. Il y a plusieurs publications récentes qui ont démontré qu'il y a un lien entre le stress oxydatif, l'insulinorésistance et le diabète de type 2. En fait, du stress oxydatif, on aura une glycotoxicité et une lipotoxicité. Et normalement, quel est le rôle de glucose dans le cadre? Oui? Pardon? Oui, oui. C'est une hormone anabolisante. Oui, une hormone anabolisante. Oui. Et quelle est l'action principale de l'insuline? C'est de normaliser la glycémie. Normaliser la glycémie. Et normalement, le glucose, c'est le principal facteur qui stimule l'insulinosécrétion. Normalement, le glucose, il va se fixer sur son récepteur au niveau des cellules bêta-pancréatiques, il va stimuler l'insulinosécrétion. Mais si on a un taux de glucose qui est augmenté dans le sang, en cas d'hyperglycémie, on a un effet paradoxal. C'est-à-dire, on a la glycotoxicité qui va inhiber l'insulinosécrétion. Un effet inverse. C'est pourquoi chez les patients diabétiques type 2, s'ils gardent une hyperglycémie, il faut lutter contre la glycotoxicité par des bolus de rapide pour pouvoir atteindre un bon contrôle glycémique. Un autre point, c'est la lipotoxicité. Si on a une lipotoxicité, on aura l'accumulation des acides gras libres. Et donc, avec l'excès des acides gras libres, le glucose qui est à dose supraphysiologique, on aura une augmentation des radicaux libres. Puisque les radicaux libres, ils vont altérer les glucides, les protéines, les lipides et même les cellules. Et donc, on aura une augmentation des radicaux libres. Et donc, comme j'ai expliqué, on aura un déficit de l'insulinosécrétion et donc des anomalies musculaires. Et donc, dans la pratique, on va comprendre qu'il y a un intérêt à prescrire une alimentation, à suivre plutôt, une alimentation qui est saine, équilibrée, qualitativement et quantitativement, puisqu'il y a des antioxydants et qui vont répondre aux mécanismes physiopathologiques de diabète de type 2. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Donc on a le stress oxydatif qui va entraîner un état d'insulinorésistance et donc on aurait la survenue de maladies cardiovasculaires. Et donc, pour vous expliquer, je vais essayer de simplifier ce schéma. Donc, comme j'ai dit, l'insuline, elle va agir au niveau de 3 organes cibles. On a le tissu adipeux, au niveau musculaire et au niveau hépatique. Donc, si on a une insulinorésistance, donc on aura une résistance à l'action de l'insuline au niveau des organes cibles. Au niveau des tissus adipeux, on sait très bien que l'insuline, quel est son rôle au niveau des tissus adipeux? Elle stimule la lipogénèse. C'est pourquoi chez les patients diabétiques type 2 insulinotraités, on a une prise de poids. C'est du fait que l'insuline, elle stimule la lipogénèse. Et donc, si on a une résistance à l'insuline, au contraire, on aura une activation de la lipolyse. Et si on a une activation de la lipolyse, on aura une libération des acides gras libres
Et donc, on aura ces acides gras libres qui vont être captés au niveau du foie. Et on sait très bien que ces acides gras vont être utilisés dans la synthèse de cholestérol et dans la synthèse de VLDL qui est riche en triglycérides. Puis par la suite, ils vont séduire plusieurs réactions avec formation de LDL qui sont hétérogènes et qui sont petites et denses. Et ce LDL hétérogène, suite à un stress oxydatif, il va être transformé en LDL oxydé. Et le LDL oxydé, il va favoriser la formation de plaques d'athérome et donc la survenue de complications macrovasculaires. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, du fait de l'insulinorésistance, on aura un état d'inflammation à bas grade, puisqu'on aura une stimulation des cytokines pro-inflammatoires. Et si on a un état d'inflammation à bas grade, on aura une activation de plusieurs voies. Et donc, on aura un effet hypofibrinolytique et donc un état d'hypercoagulabilité qui va s'installer. Un autre point, ce qui va favoriser, bien sûr, la survenue de complications macrovasculaires. Un autre point, c'est l'insulinorésistance. Au niveau musculaire, on aura une diminution de la captation de glucose, puisque normalement l'insuline, elle favorise l'entrée de glucose et son utilisation par le foie et par le muscle. Donc si on a une insulinorésistance, on aura une diminution de la captation de glucose, une augmentation de la néoglycogénèse hépatique, et donc on aura un état d'hyperglycémie. Et si on a un état d'hyperglycémie, on aura la fabrication de produits de glycation avancés. Et ces produits de glycation avancés, ils vont favoriser le développement de complications microvasculaires. Quelles sont les différentes complications microvasculaires que vous connaissez chez les patients diabétiques type 2? La microangiopathie, l'atteinte des microvaisseaux, c'est-à-dire la rétinopathie diabétique. Donc toujours, on doit vérifier le fond d'œil. Oui, il y a la rétinopathie. La neuropathie diabétique, effectivement. Le pied diabétique, oui, c'est en fait, ça résulte de la micro- et la macroangiopathie, l'artériopathie avec la neuropathie, oui. La néphropathie diabétique, et maintenant on parle plutôt de maladie rénale chronique liée au diabète. On a presque abandonné le terme de néphropathie diabétique. On parle de maladie rénale chronique liée au diabète. Et pour les complications macrovasculaires, le syndrome coronarien, oui. Une cardiopathie ischémique, l'AVC ischémique, oui. L'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc ça, c'est les complications macrovasculaires, sans oublier, bien sûr, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, elle est très fréquente chez les patients diabétiques type 2 et même chez les patients diabétiques type 1 qui sont très anciens. Donc on aura un état d'hyperglycémie et donc des complications macrovasculaires et bien sûr la survenue de complications macrovasculaires. Et donc cette insulinorésistance, elle est classique dans les tissus qui sont ciblés par l'action de l'insuline, le foie, au niveau des tissus adipeux et au niveau musculaire, mais également au niveau des tissus non classiques. On assiste même à une insulinorésistance au niveau du cerveau. En fait, les récepteurs de l'insuline sont exprimés également au niveau du cerveau. Et donc, on aura une augmentation de l'appétit et également une dysfonction endothéliale. Et cette dysfonction endothéliale, elle pourrait favoriser la survenue de complications macrovasculaires. Et donc, chez les patients diabétiques type 2, on a un état d'hyperglycémie, une synthèse de produits de glycation avancés, polyols, les glycations des protéines, et donc on aura un stress oxydatif avec augmentation des radicaux libres et une diminution des antioxydants. Ce stress oxydatif est également favorisé par les autres facteurs de risque cardiovasculaires qui sont souvent associés chez les patients diabétiques type 2, à savoir l'hypertension artérielle, la dyslipidémie,
l'hypercoagulabilité, et donc on aura, comme j'ai dit, une dysfonction endothéliale avec des complications macrovasculaires. Et ça a été prouvé, même des publications récentes, que le stress oxydatif va induire un état d'inflammation bas grade, et donc on aura des dysfonctions mitochondriales avec une augmentation de l'apoptose cellulaire, une diminution de l'angiogenèse et donc une dysfonction endothéliale, et donc on aura une altération de la vasodilatation et la survenue de complications cardiovasculaires. Il y a des chaises ici. Est-ce que c'est clair, le lien entre le stress oxydatif et le diabète de type 2? Donc, également, on a vu le lien entre le stress oxydatif et le diabète de type 2, mais il y a également des liens entre le stress oxydatif et ses complications. Et d'ailleurs, chez les patients diabétiques, on a un problème d'hyperglycémie. Donc un stress oxydatif avec une oxydation des lipides, des altérations protéiques, des altérations au niveau de l'ADN, et donc un stress oxydatif qui est aggravé par les autres facteurs de risque. Normalement, chez les patients diabétiques type 2, quels sont les autres facteurs de risque qu'on pourra observer? Le tabagisme, oui. L'obésité, oui. La sédentarité, oui. Oui, dyslipidémie, l'hypertension artérielle, oui. Pardon? Oui, c'est surtout les fast-foods, oui. Un mode de vie qui est totalement sain, n'est pas sain, effectivement, avec les fast-foods, oui. La génétique, les facteurs génétiques et le stress de la vie quotidienne. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont aggraver le stress oxydatif et donc on aura la survenue de complications, comme vous avez dit, des complications microvasculaires, la rétinopathie diabétique et la maladie rénale chronique liée au diabète, et les complications macrovasculaires, à savoir l'AVC, la cardiomyopathie et la neuropathie. Et donc pour pouvoir améliorer les chiffres glycémiques, on doit corriger l'hyperglycémie. Et là, je vais vous poser une question concernant les différentes thérapeutiques qu'on utilise chez les patients diabétiques type 2 et comment on va faire le choix, comment le médecin fait le choix. Oui, la metformine, en général, c'est la metformine en première intention, oui. L'insuline, oui. Le glimépiride, c'est-à-dire les sulfamides, oui, les sulfamides. Les glinides, les gliptines, oui. Quoi encore comme médicaments? Oui. Les inhibiteurs de alpha-glycosidase, oui. Les inhibiteurs de SGLT2, oui, effectivement, les inhibiteurs de SGLT2. Et quoi encore? L'insuline, oui. Et il y a une nouvelle classe, les inhibiteurs de SGLT2, il y a les agonistes de GLP1. Pour la metformine, elle agit essentiellement sur quoi? L'insulinorésistance. Elle améliore l'insulinosensibilité au niveau du foie. Et généralement, c'est le médicament utilisé en première intention chez les patients diabétiques type 2, sauf s'il y a une contre-indication. Après échec de la metformine, comment on va procéder à l'intensification de traitement? Est-ce que vous savez? Oui, on va combiner. Mais sur quels critères je vais choisir, prescrire, par exemple, chez un patient, un sulfamide, l'autre patient, je vais donner un inhibiteur de SGLT2, un autre patient, je vais donner un agoniste de GLP1. Est-ce que c'est aléatoire ou bien il y a des critères? Oui, l'hémoglobine glyquée. Bien sûr, les indications de l'insuline chez un patient diabétique type 2. En général, les indications.
si un patient présente des signes d'insulinocarence. Ça veut dire que le patient il a besoin d'insuline. Quels sont les signes d'insulinocarence? Perte de poids, le syndrome polyuropolydipsique, avec la perte de poids, puisqu'on aura l'hyperglycémie. Et avec l'hyperglycémie, on aura une polyurie osmotique, et donc une polydipsie compensatrice. Et puisque l'insuline, elle stimule la lipogénèse, si on a une carence en insuline, on aura une augmentation de la lipolyse, une activation de catabolisme protidique. Donc, on aura une perte de poids. Là, c'est les indications de l'insuline. Et bien sûr, après échec des différentes thérapeutiques. Là, on a terminé avec l'insuline. Là, un patient qui n'a pas de signe d'insulinocarence, est-ce que vous avez une idée sur comment on procède à l'intensification de traitement? En fait, on se base, les anticorps anti-GAD, c'est plutôt le type 1. Type 1, c'est le seul traitement, c'est l'insulinothérapie à vie. Mais là, pour le diabète de type 2, normalement, on fait une évaluation cardiaque et rénale. Par exemple, si je suis devant un patient diabétique type 2, avec un problème cardiaque, notamment une insuffisance cardiaque, à votre avis, quelle thérapeutique je vais privilégier? Est-ce que vous avez une idée? En fait, il y a actuellement, vous connaissez les inhibiteurs de SGLT2? Les inhibiteurs de SGLT2, il y a 2 médicaments qui sont commercialisés au Maroc, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Ils sont actuellement autorisés même pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et donc, chez un patient diabétique type 2 avec un problème d'insuffisance cardiaque, je vais prescrire un inhibiteur de SGLT2. D'accord? Pour un patient diabétique type 2 avec un problème de cardiopathie ischémique, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois prescrire, à votre avis? C'est juste pour comprendre comment on fait le choix. Ce n'est pas un choix aléatoire. C'est en fonction de profil patient, en fonction d'une évaluation cardiaque, en fonction d'une évaluation rénale. Par exemple, un patient diabétique type 2 avec un problème d'AVC ischémique ou un problème de cardiopathie ischémique, je vais privilégier, par exemple, un agoniste de GLP-1 qui a démontré des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Un patient diabétique type 2 avec maladie rénale chronique, je vais privilégier un inhibiteur de SGLT2, car il y a des essais randomisés contrôlés qui ont démontré un effet néphroprotecteur. C'est comme ça, c'est juste pour simplifier et pour vous comprendre, vous compreniez comment on fait le choix. Mais pour un patient chez qui je vais prescrire un sulfamide, c'est un patient qui est jeune, sans problème cardiaque, sans problème rénal et qui n'est pas à risque de faire des hypoglycémies. C'est comme ça qu'on fait le choix. Donc là, pour la prise en charge de diabète, on a le traitement pharmacologique, on a les mesures hygiéno-diététiques et on va voir l'intérêt des compléments alimentaires à base d'antioxydants pour réduire le stress oxydatif chez ce profil patient. Donc, on a compris que le stress oxydatif, c'est un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Donc, on a un excès de radicaux libres qui normalement sont neutralisés par les antioxydants. Donc, je vais vous poser la question suivante. Quels sont les différents facteurs qui déclenchent un stress, qui participent au déclenchement des stress oxydatifs? Le tabagisme, oui. L'alimentation. L'alimentation, surtout un mode de vie qui est non sain, avec les fast-foods, les acides gras, une alimentation qui est très riche en sucre rapide, très riche en acides gras saturés, ça favorise l'accumulation des radicaux libres. Oui. La sédentarité, oui. La sédentarité. Pardon? Oui, lifestyle, oui. Le problème de sommeil, oui. L'insomnie.
La pollution, c'est parmi les principaux facteurs qui déclenchent le stress oxydatif, effectivement. Et actuellement, il y a même les perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez déjà entendu de perturbateurs endocriniens? Ce sont des substances qui ont un effet oestrogène-like ou bien effet androgène-like. Et malheureusement, ces perturbateurs endocriniens sont présents. On n'arrive pas à les éliminer. On est toujours en contact avec les perturbateurs endocriniens et c'est parmi les facteurs qui déclenchent le stress oxydatif. Quoi encore? L'âge, effectivement, on a le stress oxydatif, il augmente avec l'âge, avec le vieillissement. Oui. Pardon? L'hérédité, des facteurs génétiques, oui, des facteurs génétiques. Quoi encore? Oui, ça rentre dans les perturbateurs endocriniens, effectivement. Le stress de la vie quotidienne, effectivement, le stress, on est toujours confronté au stress. On n'arrive pas à éliminer le stress oxydatif, le stress. Et c'est un facteur qui aggrave le stress oxydatif. Donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont exogènes et des facteurs qui sont endogènes. Pour les facteurs exogènes, on a la pollution, le tabac, le mode de vie, l'exposition aux ultraviolets. Et pour les facteurs endogènes, on a le vieillissement, le stress, le déficit immunitaire, les infections et l'inflammation qui vont déclencher le stress oxydatif. Oui. En général, pour la peau, effectivement. Et donc, on a vu les différents facteurs. Et on a compris qu'il y a un lien entre le stress oxydatif, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Mais il y a également un lien entre le stress oxydatif et le cancer. Et ça a été prouvé par des publications, puisqu'on a un lien, le stress oxydatif, il va entraîner des altérations au niveau de l'ADN. Et donc, on a un effet mutagène. Et donc, ce qui va favoriser le déclenchement de néoplasie et le déclenchement de maladies auto-immunes. Et ceci pourrait expliquer en partie que chez les patients diabétiques type 2, on a une augmentation de l'incidence des néoplasies. Et ça a été prouvé dans cette revue systématique de la littérature qui est publiée en 2022, qui a démontré que les patients diabétiques type 2, ils ont un risque multiplié par 2 de développer un carcinome hépatocellulaire, un risque multiplié par 2 de développer le cancer pancréatique. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien compter sur vous pour sensibiliser le patient. Le cancer du pancréas, c'est un cancer de mauvais pronostic. Et donc, s'il vous plaît, si vous recevez des patients diabétiques à l'officine, vous proposez de faire un dosage de CA19-9. Le CA19-9, c'est un marqueur pour dépister le cancer pancréatique. C'est très important. CA19-9. Parfois, il est silencieux. C'est ça la gravité. Ce n'est pas comme les autres cancers. Il est silencieux. Il peut se manifester par des épigastralgies, avec un nectaire, mais souvent silencieux, et il est diagnostiqué souvent tardivement. Donc, de préférence, je préfère demander un dosage de CA19-9 pour guetter ce cancer à un stade précoce. Là, la population générale, avec un risque plus élevé chez les patients diabétiques. Le diabète de type 2, c'est un facteur de risque. Ça pourrait être un facteur de risque, comme ça pourrait être secondaire au cancer pancréatique. D'accord ? Également, on a une augmentation de la prévalence des cancers hormonodépendants chez les patients diabétiques type 2. Et ceci pourrait être expliqué par le stress oxydatif, en partie. On a vu puisqu'on aura des altérations au niveau de l'ADN mitochondrial. Et donc, ça a été prouvé, le diabète de type 2, il est associé à une augmentation de plusieurs néoplasies, que ce soit les cancers digestifs et également les cancers hormonodépendants,
que ce soit le cancer du sein, de l'endomètre, de l'ovaire. Et donc, il faut sensibiliser cette population sur l'intérêt d'un dépistage. Un autre point très important, c'est que ce stress oxydatif conduirait également à une augmentation de risques infectieux chez les patients diabétiques type 2. Et on a constaté ça lors de la pandémie Covid-19. Les patients diabétiques, le diabète de type 2, c'était un facteur de risque de sévérité de la Covid-19. Et également, ce sont des patients qui ont un risque élevé d'hospitalisation ou de mortalité par plusieurs infections, que ce soit la Covid-19, la pneumonie, les infections urinaires. Et donc, on va comprendre que ce stress oxydatif serait un facteur de diminution de l'immunité chez ces patients et chez la population en général. La période où nous sommes très stressés, vous constatez qu'il y a une réduction de l'immunité et on fait des infections. Même des angines, quand on est trop stressé, on devient trop fragile. Et donc, c'est l'implication de stress oxydatif. Un autre point très important, c'est le lien entre l'immunité et la nutrition. Il faut savoir qu'il y a une relation bidirectionnelle entre le système immunitaire et la nutrition. Et comme tous les autres organes, même le système immunitaire, il a besoin de sources d'énergie, à savoir les protéines, les oligo-éléments et les vitamines et les antioxydants pour booster et pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Et d'ailleurs, chez les patients qui ont une carence nutritionnelle ou en cas de dénutrition, comme j'ai dit, on note une augmentation de la prévalence des infections. On a une susceptibilité qui est majorée aux infections et on a également un état inflammatoire lié à la production des cytokines pro-inflammatoires et donc une activation du système immunitaire. Et dans cette étude, les auteurs ont constaté que si on compare les patients d'Unitri versus les patients qui sont en bonne santé, on a constaté que chez les patients qui sont d'Unitri, on a une augmentation de la prévalence de sepsis, une augmentation de la prévalence de la mortalité. Et donc, il y a un lien entre la dénutrition et la réponse immunitaire, et le stress oxydatif impacte de façon négative cette immunité. D'accord ? Donc, on a vu les différents liens entre le stress oxydatif, le diabète de type 2, la maladie cardiovasculaire et même les néoplasies. Et là, je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les solutions que vous proposez à un patient pour réduire le stress oxydatif? On a vu les principaux facteurs, oui. Oui. L'activité physique, un mode de vie sain, oui. Oui, la prise d'antioxydants, oui. Le sevrage tabagique, oui. Oui, éviter l'alcool, oui. Oui. C'est le style de vie, oui. Pour la diète, quelle diète vous proposez? Est-ce que la diète low carb, la diète keto, qui sont actuellement à la mode? Non. Une alimentation équilibrée, effectivement. Et pour actuellement les diètes low carb et keto qui sont actuellement à la mode, il y avait actuellement une étude américaine qui a démontré que les patients, ils ont comparé les patients qui avaient un apport en glucides qui est restreint, inférieur à 30%. Ils ont comparé ces patients avec des patients qui avaient un apport en glucides qui est correct, 50-55%, et d'autres patients qui avaient un apport en glucides au-delà de 55%. Ils ont constaté que les patients qui ont fait la diète low carb ou keto, il y avait une augmentation de la mortalité. Une augmentation de la mortalité chez ces patients, et ceci pourrait être expliqué par le fait,
les carences nutritionnelles, mais également par l'accumulation des corps cétoniques. Et on sait très bien que ces corps cétoniques, ils sont acides. Et donc, on aura un état d'acidose métabolique qui est chronique et qui a un effet délétère sur les reins. Et suite à la diminution de l'apport de glucides, on aura une augmentation de l'apport en acides gras saturés, et donc qui ont un effet athérogène. Et donc, ils ont constaté, c'est une étude observationnelle qui s'est étalée sur 20 ans. Et donc, la diète qu'on doit recommander aux patients diabétiques de type 2, qu'on doit recommander à la population générale, c'est la diète méditerranéenne. Et on va voir quels sont ses bénéfices. Donc, comme vous avez très bien cité, il y a plusieurs solutions. Le jeûne, ça dépend. Ça dépend de profil patient. Par exemple, pour les patients diabétiques type 2, multicompliqués, c'est interdit. C'est en fonction. Il y a des situations particulières et ça nécessite un suivi régulier avec des évaluations biologiques régulières. Donc, vous avez cité les différentes solutions. On va proposer une alimentation qui est équilibrée de façon qualitative et quantitative. On va lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, la lutte contre le tabac, l'alcool, une normalisation des chiffres tensionnels, une normalisation de l'équilibre glycémique et l'exercice physique modéré. Et j'attire votre attention sur l'activité physique intense. Par contre, l'activité physique intense, elle est le stress oxydatif. Effectivement, elle aggrave le stress oxydatif. Et d'ailleurs, chez les sportifs de haut niveau, on recommande une supplémentation par des antioxydants, par des compléments alimentaires. Donc, il faut proposer une activité physique modérée. Et bien sûr, on va voir l'intérêt des compléments alimentaires, les antioxydants. Donc, les antioxydants, en général, ils sont présents dans l'alimentation. Et on propose la diète méditerranéenne, qui est une diète qui est très riche en légumes, fruits, les céréales complètes, l'oméga 3, les poissons, huile d'olive. Et cette diète, elle a démontré des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. C'est prouvé par des essais randomisés contrôlés. On a également des bénéfices sur la perte du poids, mais également des bénéfices sur le plan métabolique. Cette diète méditerranéenne, elle est très riche en antioxydants, puisqu'on a le polyphénol avec le flavonoïde. Donc ce polyphénol, c'est un puissant antioxydant. Et ces polyphénols, ils sont présents dans l'huile d'olive, les fruits, les légumes, les céréales complètes. Et comme j'ai dit, les polyphénols, ils ont une action antioxydante. On a également les fibres qui sont présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. Et ces fibres, ils vont réduire l'insulinorésistance, ils vont inhiber l'absorption de cholestérol et inhiber la synthèse hépatique de cholestérol. Également, on a les phytostérols qui sont présents dans les fruits secs et les graines de chia et les graines de sésame. On a également un bon apport en phytostérol, ce qui va contrôler l'absorption intestinale de cholestérol. Et sans oublier, bien sûr, un bon apport en acides gras insaturés, qui ont un bon apport en acides gras, bien sûr, insaturés. Un autre bénéfice de cette diète méditerranéenne, c'est des effets bénéfiques sur les cancers. Et ça a été démontré dans cette revue qui a démontré que la diète méditerranéenne, elle a des effets protecteurs contre les néoplasies puisqu'elle a une action anti-inflammatoire, une action antioxydante. Et donc, on doit revenir aux habitudes, à nos habitudes. On a la diète méditerranéenne qui a démontré des excellents résultats, que ce soit sur le plan cardiométabolique, sur la perte de poids et même sur la prévention des néoplasies. Donc, dans l'alimentation, on a un bon apport en vitamine C,
en polyphénol dans les fruits et les légumes. On a la vitamine E qui est présente dans les noix, les amandes, l'huile végétale. On a les caroténoïdes qui sont présents dans les carottes, les agrumes, les terpènes qui sont présents dans les épices. Et on a comme antioxydants le sélénium et le zinc qui sont présents dans les viandes et les végétaux. Donc, comme dans notre corps, on a effectivement besoin de macronutriments, à savoir les protéines, les lipides et les glucides, mais également on a besoin de micronutriments, c'est très important. C'est la source des antioxydants, puisqu'on aura un bon apport en vitamines, notamment la vitamine C et E, qui ont une action antioxydante. On a un bon apport en oligo-éléments, le zinc, le sélénium et les sels minéraux, sans oublier bien sûr un bon apport en fibres et une bonne hydratation. C'est très important. Pour les micronutriments, il y a des apports qui sont conseillés. Donc pour les micronutriments, il ne faut pas dépasser les conseils, les doses qui sont recommandées. Sinon, on va tomber dans les surdosages ou bien les sous-dosages. Donc, par exemple, pour la vitamine A, on a l'apport journalier recommandé, c'est 800 microgrammes. Pour la vitamine D, c'est 5. Pour la vitamine C, c'est 80 mg à peu près. Et pour la vitamine E, c'est 12 mg. Donc, on a vu les micronutriments. En fait, on va se poser la question, quel est l'intérêt de ces micronutriments en plus de l'action antioxydante? Les vitamines, c'est des catalysants, oui, et c'est pour booster l'immunité, effectivement. Oui, effectivement, donc c'est pour booster l'immunité. Et en fait, par exemple, la vitamine C, la vitamine B et la vitamine B6, ils sont impliqués dans la différenciation et la prolifération des lymphocytes. On a la vitamine D qui a une action immunosuppressive. La vitamine C et la vitamine B12, elles facilitent la production des cellules T cytotoxiques qui jouent un rôle très important dans le système immunitaire. Et on a le cuivre et le sélénium qui jouent un rôle très important dans la prolifération et la différenciation des lymphocytes. Et donc ces micronutriments, les vitamines, sont indispensables pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Et donc, on a vu que ces micronutriments sont présents dans notre alimentation. Mais dans certaines situations, ils ne sont pas suffisants. Pour quelles raisons? Un problème d'absorption, oui, effectivement. Les patients qui ont un problème de maladie cœliaque, par exemple, un problème de Mickey, maladie de Crohn, ou là, un problème de malabsorption. Effectivement, oui. Quoi encore? Oui, carence d'apport, effectivement. Surtout les patients qui font des régimes répétés, notamment les patients obèses. En général, les patients obèses, ce sont des patients qui sont carencés. Il y en a souvent qui diront des diètes répétées avec effet yo-yo. Il y a la perte de poids par la suite, prise de poids, mais si on dose le dosage vitaminique, on trouve souvent des carences nutritionnelles. Oui, il y a des carences d'apport, problème de malabsorption, un problème de diète, oui, ou bien les patients qui sont anorexiques. Les patients qui sont anorexiques, ils ont souvent un problème de carence nutritionnelle. Et il y a également les régimes d'exclusion. Et on assiste à ça. Actuellement, il y a des régimes d'exclusion. Oui, il y a même je connais une parente qui a enlevé le lait et les produits laitiers de façon générale. Et là, on est tombé dans un problème. Avec l'élimination des produits laitiers, elle a fait un problème d'hypocalcémie. Et cette hypocalcémie, elle va stimuler la sécrétion de parathormones par les parathyroïdes. Et par la suite, elle a développé un problème d'hyperparathyroïdie primaire.
c'est-à-dire un adénome parathyroïdien avec toutes ces séquelles d'ostéoporose et d'hypercalcémie par la suite. Oui, mais elle a éliminé tous les produits laitiers, que ce soit le fromage, le lait, même l'œuf, elle a enlevé plusieurs. Donc il faut éviter les régimes d'exclusion. Oui, vous avez une question? Oui, oui. En fait, c'est contradictoire. Par exemple, dans la région du Sud, ils consomment beaucoup de lait. Et pourtant, on a une prévalence qui est majorée de diabète de type 2. Pourrait être, c'est possible. Oui, il y a le mode de vie, mais la sédentarité, oui, il y a la sédentarité, il y a le mode de vie, il y a l'obésité, mais c'est possible qu'il y avait des populations. C'était quoi comme étude? C'était un essai ou quoi? D'accord, d'accord. Ouais, en fait, c'est un lait qui est très riche en calcium. Très riche en calcium. Il fait avec un bon apport en oligo-éléments et en vitamines. Oui, oui, effectivement. Oui, 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 effectivement. Effectivement, mais on ne peut pas. Il y a qui m'a dit comme l'alimentation. Toute l'alimentation, on a des perturbateurs endocriniens. Si on veut éliminer tous les perturbateurs endocriniens, on doit rester. On ne mange plus, effectivement. Les perturbateurs endocriniens, même les fruits, les légumes, ils utilisent les perturbateurs endocriniens pour avoir des légumes et des fruits de bonne qualité. Alors, on ne peut pas éliminer tout. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est malheureusement en contact avec les perturbateurs endocriniens. Il y a des perturbateurs endocriniens dans le lait, dans toute l'alimentation, mais on ne peut pas éliminer tout. C'est comme le stress oxydatif. On ne peut pas l'éliminer. D'accord? Oui. Oui. Oui, oui, effectivement. Tout à fait. Oui, oui. Oui, au final, هو l'apport. قلت لكم هاد la patiente, effectivement, elle a suivi malheureusement actuellement avec la facilité des réseaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec les réseaux sociaux, on a des influenceurs, des influenceuses qui disent n'importe quoi. Qui disent n'importe quoi. Et malheureusement, les patients suivent ça. Et actuellement, on assiste à des régimes d'exclusion. Certes, comme j'ai dit, il y a des perturbateurs endocriniens, mais malheureusement, ces perturbateurs endocriniens sont présents dans toute l'alimentation. Même les bouteilles d'eau, heureusement qu'on a des bouteilles en verre. En plastique, ils sont pleins de perturbateurs. Exactement, en perturbateurs endocriniens. Pardon? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oui. Oui, oui. Pour les produits laitiers, dans le cadre de pathologie néoplasique, oui. Je ne parle pas de pathologie néoplasique. Je ne parle pas de pathologie néoplasique. Exactement. Mais on ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas l'éliminer. C'est controversé et on ne peut pas l'éliminer. Ici, on l'élimine, il faut prendre une substitution. Sinon, on risque de développer d'autres pathologies endocriniennes. Oui.
La sarcopénie, l'augmentation de risque fracturaire, l'ostéoporose, avec plusieurs conséquences. Mais oui, je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. Et c'était juste entre parenthèses. Donc pour les carences, ils peuvent survenir en l'absence d'équilibre alimentaire, puisqu'on a des alimentations qui sont trop transformées ou raffinées, les diètes amaigrissantes, le régime d'exclusion, sans gluten, sans viande. C'est décrit chez certains patients. Et là, on a l'intérêt d'une supplémentation à base de compléments multivitaminiques qui répond très bien aux besoins journaliers. Et là, on va voir, à la fin, on va faire sortir ensemble les différents profils patients chez qui cette substitution a l'indication pour substituer les différents déficits. Oui? Oui, oui. Exact. Oui, oui. Et là, malheureusement, il y avait des études qui ont démontré qu'un apport prolongé, s'il vous plaît, un apport prolongé de zinc, c'est très grave. Ça pourrait induire des effets neurologiques. Mais heureusement, je pense que la période, c'était une prescription limitée. C'était l'automédication. Une automédication. Oui. Exactement. Mais normalement, c'est un message très important. La substitution en zinc, ça doit être pas prolongé. Sinon, ça risque d'induire des effets neurologiques, des lésions neurologiques, effectivement. 1 mois, maximum 2 mois. Sinon, la période Covid, c'était une prise prolongée sur des mois et des mois. Oui. C'est l'automédication, oui. 2 mois, effectivement. Donc, on doit avancer. Vous allez me poser la question suivante. Si on donne ce complément alimentaire, quelle est la durée de substitution? En fait, il n'y avait pas d'études qui ont évalué la durée de substitution, mais par la suite, un message très important, s'il vous plaît, avant de donner un complément alimentaire à un patient, vérifiez qu'il ne prend pas un complément alimentaire. Souvent, on trouve plusieurs compléments alimentaires et là, on va tomber dans le surdosage. C'est très important. Donc, on va voir les avantages de Rovital. En fait, c'est un complément alimentaire qui a c'est une source de vitamines, avec plusieurs vitamines, la vitamine A, la vitamine D3, E, l'acide folique et la vitamine C. Et on a les vitamines du groupe B. Également, on a les minéraux avec un bon apport en zinc, le fer, le magnésium et le iode, et également un bon apport en calcium et en magnésium. Également, dans Rovital, il y a un composant qui est primordial, c'est le ginseng. Effectivement, c'est une plante médicinale adaptogène. Elle a une action tonifiante et stimulante. Et en fait, pour le ginseng, c'est très ancien. Il est utilisé dans la médecine chinoise, effectivement, avec un recul de plus de 4000 ans. Et pour eux, c'est un produit qui est miracle, puisqu'ils l'utilisent, c'est un remède universel, ils l'utilisent pour traiter plusieurs pathologies. Pour le ginseng, il contient plusieurs nutriments. On a les vitamines du groupe B, avec B9, B12 et la vitamine C et A et E. On a également les sels minéraux et les oligo-éléments, avec le potassium, le cuivre, le zinc. On a également des acides aminés essentiels, notamment la taurine, l'arginine, et également le ginsénozoïde et les autres constituants. Donc,
on va voir, je vais vous poser la question suivante. Quels sont les bénéfices de ginseng chez les patients diabétiques type 2 et les patients qui ont un prédiabète? Est-ce qu'il y a des bénéfices de ginseng? Effectivement, si on voit cette méta-analyse qui a évalué l'efficacité de ginseng chez les patients qui ont un prédiabète et les patients diabétiques type 2, en fait, dans cette méta-analyse qui a inclus 20 essais randomisés contrôlés, les auteurs ont constaté que la supplémentation en ginseng chez les patients diabétiques type 2 et les patients prédiabétiques, elle améliore de façon significative la glycémie à jeun, l'interleukine 6 et l'indice de Romain, c'est l'indice de résistance. Et également, ils ont constaté une amélioration significative du taux de LDL et une diminution des taux de HDL, mais ceci avec des doses qui dépassent 2 grammes par jour. Et donc, ce composant, il a démontré des bénéfices chez les patients diabétiques type 2 et les patients qui ont un prédiabète en améliorant l'insulinosensibilité. Quel est l'effet de Revital sur la qualité de vie? En fait, il y avait une étude marocaine menée par l'équipe de professeur Aboukhel qui a évalué l'effet de Revital sur la qualité de vie. En fait, c'était une étude prospective, randomisée, multicentrique, qui a inclus 313 patients, qui s'étalait sur une durée de 3 mois. Et dans cette étude ont été inclus des patients qui ont consulté pour des motifs qui sont divers, à savoir des troubles digestifs ou pour des troubles rhumatologiques, des myalgies, lombalgies. Et ces troubles ont été associés à un problème d'anxiété, de stress et de troubles de sommeil avec une altération de la qualité de vie. Et donc, ils ont évalué l'effet de la substitution par Revital et ils ont utilisé l'échelle SF12 pour évaluer la qualité de vie avec la composante physique qui a évalué l'amélioration de l'asthénie, l'énergie et la vitalité, et la composante mentale qui a évalué le stress et les troubles de sommeil. Et en fait, dans cette étude, les auteurs ont constaté que dès le premier mois, on a une amélioration de 12% de la composante physique, de la qualité de vie, et au 3e mois, il y avait une amélioration significative de 30% de la qualité de vie. De même, pour la dimension mentale, c'est-à-dire les troubles de sommeil et l'anxiété, il y avait une amélioration de 20% au premier mois, avec une amélioration de 30% qui est significative au 3e mois. Et donc, au terme de cette étude, la substitution par Revital Ginseng Plus, elle a réduit le stress, elle a augmenté le niveau d'énergie et surtout, elle a permis une meilleure qualité de vie chez les personnes exposées aux facteurs de stress quotidiens. Et donc, pour récapituler, pour assurer un bon contrôle, un bon équilibre alimentaire, bien sûr, on doit éduquer les patients sur l'intérêt de suivre la diète méditerranéenne. C'est notre diète qui a démontré des bénéfices sur le plan cardiaque, sur le plan néoplasique. Elle a un effet protecteur, mais également sur le plan cardiaque, métabolique et sur la perte de poids. On va insister sur la diète méditerranéenne en assurant un bon apport en fruits, légumes, légumineuses, huile d'olive et les céréales complètes et les poissons. On doit assurer un bon apport en vitamine C. On doit éviter les acides gras saturés. Et bien sûr, on doit dire aux patients de lire les étiquettes. C'est très important de lire les étiquettes alimentaires et d'assurer une activité physique modérée. Mais ça, en pratique, c'est un peu parfois difficile à mettre en œuvre. Et donc, de temps en temps, on a besoin d'un coup de pouce pour assurer un bon apport en antioxydants. Et là, on va ensemble
faire sortir les différentes indications de cette substitution, à votre avis? Est-ce qu'il y a une place chez les patients diabétiques type 2 et les patients avec un prédiabète? Oui, oui, on a vu, puisque dans la méta-analyse, il y avait des effets bénéfiques sur la réduction de la glycémie à jeun et l'amélioration de l'équilibre. Quoi encore? Oui, il faut espacer la prise de 4 heures, minimum 4 heures, effectivement. 4 heures entre les sulfamides hypoglycémiants et le ginseng, et les médicaments hypoglycémiants en général. Quoi encore? L'hypercholestérolémie. En fait, c'est l'hypercholestérolémie qui rentre dans le cadre de syndrome métabolique. Oui, le syndrome métabolique, on a l'obésité androïde, on a l'hypertension artérielle. En fait, pas l'hypertension artérielle, on va voir que c'est une contre-indication. Il faut faire attention. Il faut éviter cette prescription chez les patients hypertendus. Mais les patients qui ont un syndrome métabolique sans HT1, on pourra prescrire cette substitution. Donc, on a le syndrome métabolique, le diabète de type 2, le prédiabète, quoi encore? L'asthénie, oui, l'asthénie, la fatigue physique et intellectuelle dans les situations de stress, oui. La convalescence, oui, la convalescence. Pour améliorer les performances scolaires, c'est indiqué chez les enfants au-delà de 12 ans. De 12 ans pour améliorer les performances scolaires. Également, vous avez entendu de syndrome Covid long. Le Covid long, c'est une bonne indication à cet complément alimentaire. Donc, pour récapituler, il y a plusieurs indications. Ce sont les patients qui présentent une asthénie, en cas de convalescence, le Covid long, le syndrome d'épuisement professionnel, les troubles de concentration, le prédiabète et le syndrome métabolique, les sports haut niveau, puisqu'on a dit les sportifs de haut niveau, on a un état de stress oxydatif. D'où l'intérêt des compléments multivitaminiques, le diabète de type 2, les patients qui ont un problème de dysfonction érectile, en l'absence bien sûr d'hypertension artérielle, et bien sûr pour booster le système immunitaire dans la période hivernale. Donc ça, c'est les principales indications, oui. La durée, on a vu l'étude, c'était 3 mois. Elle s'est étalée sur 3 mois. Mais c'est en fonction de profil patient, effectivement. Des cures, effectivement, il ne faut pas faire des cures prolongées. Il n'y a pas des études qui ont évalué des durées plus prolongées. On a vu dans l'étude, c'était 3 mois. 3 mois, oui, une fenêtre de 3 mois et par la suite reprendre. Quelles sont les contre-indications? On est presque à la fin. L'hypertension, bravo, oui. L'insuffisance rénale, pas vraiment. Pas vraiment. Sauf il a quand de l'insuffisance rénale, le patient a l'HTA, oui. La grossesse, oui, la grossesse et l'allaitement, puisqu'on a le ginseng. Donc, à éviter. Le diabète de type 1, oui, c'est possible. Un diabète de type 1, oui. Il y a le stress oxydatif. Ça risque de provoquer des pics hypertensifs. Ça risque de provoquer des pics hypertensifs, donc c'est à éviter chez les patients hypertendus. Pardon? Les cancéreux, c'est à base des antioxydants. Ça pour booster même l'immunité. Avec la chimiothérapie, on a une diminution des défenses immunitaires. C'est un boost pour le système immunitaire. Si il est bien contrôlé avec des chiffres qui sont corrects, on pourra proposer sous surveillance de la tension artérielle. Mais si on a une augmentation des chiffres tensionnels, il doit arrêter. C'est mentionné, c'est contre-indiqué. Donc pour les contre-indications, on a les patients hypertendus, la femme enceinte, la femme allaitante, les patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires. Il y a
la majoration de risque hémorragique et les patients qui ont des troubles de rythme ou de cardiopathie. Donc, il faut éviter cette substitution chez ce profil patient. Et bien sûr, la prise, ça doit être le matin avec un grand verre d'eau au milieu de petit déjeuner. Et donc, pour conclure, on a vu qu'il y a un lien entre le stress oxydatif, le diabète de type 2, le prédiabète et même les néoplasies. Et il y a un lien entre le système immunitaire et la nutrition. Et donc, les patients qui ont des carences nutritionnelles, ils ont une susceptibilité aux infections. Et donc, chez ce profil patient, le Revital a toutes ces indications. Il s'agit d'une formule à base de ginseng avec 10 vitamines et 9 minéraux. Donc, elle assure un bon apport en vitamines B1, B3, B6 qui aident à booster l'immunité et à réduire la fatigue. On a un bon apport en vitamine D, et donc ça pourra favoriser la croissance. Et comme j'ai dit, on pourra donner ce traitement même chez les enfants au-delà de 12 ans. Également, on a les 9 minéraux qui participent à la santé de la peau, des ongles, c'est très important. Et également, on a les minéraux qui réduisent la fatigue et améliorent les capacités physiques et intellectuelles. Elles augmentent la résistance au stress et sans oublier le principal constituant, le ginseng, qui a des effets anti-inflammatoires, des effets antioxydants, sans oublier un effet stimulant sur la mémoire et un effet immunostimulant, et sans oublier l'effet glycorégulateur, puisque ça aide à une diminution significative de la glycémie à jeun. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui.